Mon mari m'a dit un jour, désormais, c'est moi qui déciderai quand nous parlerons ou passerons du temps ensemble. Arrête de me courir après. Et honnêtement, je n'arrive pas à croire que je me sois jamais abaissé au point de t'épouser. Tu n'as jamais été, et ne seras jamais, à ma hauteur. Alors j'ai arrêté. 2 semaines de silence plus tard, il s'est présenté à mon lieu de travail voulant récupérer la femme qu'il pensait avoir brisée. Sincèrement, je n'arrive pas à croire que je me sois un jour abaissé au point de t'épouser. Tu n'as jamais été, et ne seras jamais, ne serait-ce que proche de mon niveau. Mon mari, Ryan, m'a dit ces mots exacts un mardi soir d'octobre, alors que je me tenais dans notre salle à manger, vêtu de la robe que j'avais choisie pour célébrer mon prix de professeur de l'année. Il était rentré à la maison avec 3 heures de retard, pour le dîner spécial que j'avais préparé, avait à peine jeté un coup d'œil à la table, dressée avec notre porcelaine de mariage et les bougies vacillantes, et avait prononcé ce qu'il considérait clairement comme une correction attendue de longue date à notre mariage. Désormais, c'est lui qui déciderait quand nous parlerions ou passerions du temps ensemble. Je devais arrêter de le suivre partout comme un chiot désespéré. Il a comparé nos salaires, comme si la valeur humaine pouvait se mesurer sur un tableur. Mes 48 000 $ en tant qu'enseignante en CE1 contre sa future promotion comme associé dans un prestigieux cabinet d'avocats, et il a déclaré que nous n'étions pas des égaux. Puis, il est passé devant moi, est entré dans son bureau et a fermé la porte, me laissant seul avec le saumon froid et les bougies qui s'éteignaient. Je n'ai pas pleuré, ni supplié, ni frappé à cette porte pour exiger des réponses. Au lieu de cela, j'ai senti quelque chose de froid et de clair s'installer en moi, comme de la glace se formant sur un lac en hiver. Si mon mari voulait du silence et de la distance, s'il croyait vraiment que m'épouser avait été un abaissement pour lui, alors je lui donnerais exactement ce qu'il demandait, avec une docilité si parfaite que, 2 semaines plus tard, il se tiendrait dans le hall de mon école, des roses à la main, suppliant la femme qu'il pensait avoir brisée. Avant de continuer, je tiens à vous remercier d'être ici et de partager ces histoires de force et de reconquête de sa propre valeur. Si vous pensez que personne ne devrait se faire dire qu'il est inférieur à son partenaire, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Maintenant, voyons comment le puissant voyage de Léla se déroule. Mais je dois revenir en arrière, et expliquer comment nous en sommes arrivés à ce moment, car la cruauté de cette nuit n'est pas apparue de nulle part. Elle s'était construite depuis des mois, par des moyens pour lesquels je trouvais sans cesse des excuses, justifiant chaque petite blessure jusqu'à ce qu'elle s'accumule en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. J'avais passé tout l'après-midi à préparer ce dîner, avec une attention méticuleuse pour chaque détail. Le saumon était poêlé exactement comme la mère de Ryan me l'avait appris, durant les premiers mois de notre mariage, quand elle prétendait encore que j'étais assez bien pour son fils. Les asperges étaient rôties avec juste la bonne quantité d'huile d'olive et de sel de mer. J'avais fait 3 magasins différents pour trouver le cabernet spécifique qu'il préférait, celui qui coûtait 40 $ la bouteille et représentait une part importante de mon budget hebdomadaire pour les courses. J'ai sorti la porcelaine de mariage que nous gardions dans le vaisselier pour les grandes occasions. Des pièces que nous avions reçues en cadeau 3 ans plus tôt, de la part de parents qui croyaient investir dans un mariage durable. Les bougies étaient du genre cher, celles qui brûlent proprement sans fumer, disposées dans les bougeoirs en cristal pour lesquels nous nous étions inscrits sur notre liste de mariage, mais que nous utilisions rarement. Ce dîner était censé signifier quelque chose. Après 6 ans à enseigner en CE1, à mettre tout mon cœur pour aider des enfants de 7 ans à apprendre à lire, à écrire et à penser de manière critique sur le monde qui les entoure, j'avais été choisi comme professeur de l'année pour mon école. Cette reconnaissance s'accompagnait d'une petite prime, que j'avais déjà mentalement allouée au remboursement des prêts étudiants que je payais encore. Les prêts que j'avais contractés pour nous soutenir pendant la dernière année d'études de droit de Ryan, quand l'argent était rare et que je cumulais 2 emplois pour nous maintenir à flot. Plus que l'argent, ce prix représentait la validation que le travail que je faisais comptait, que les longues heures, l'investissement émotionnel et le soin sincère que j'apportais à ma classe avaient été remarqués et appréciés. Je voulais partager ce moment avec mon mari. Je voulais que Ryan me regarde comme il le faisait pendant notre première année ensemble, quand il me présentait lors des événements du cabinet, la main posée au creux de mon dos, et disait à ses collègues que j'étais la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je voulais qu'il soit fier de moi, comme j'avais été fier de lui quand il a réussi l'examen du barreau, quand il a gagné sa première affaire majeure. Quand l'associé directeur a commencé à parler de lui comme d'un futur associé, malgré sa relative jeunesse. 18h30 est arrivé, puis passé, sans un mot de Ryan, au-delà d'un texto à 17h disant qu'il serait à la maison pour 18h30.
J'ai vérifié mon téléphone à plusieurs reprises, regardant les minutes s'accumuler en heures. 19h a sonné, puis 20h. Le saumon restait au chaud dans le four, mais perdait sa texture parfaite. Les asperges ramollissaient. Les bougies avaient diminué d'un bon centimètre. Je lui ai envoyé 2 textos, demandant si tout allait bien, s'il comptait toujours rentrer pour le dîner, et je n'ai reçu aucune réponse à aucun des 2 messages. À 21h, j'étais passé de l'inquiétude à la résignation. Ce n'était pas la première fois que Ryan avait des heures de retard sans explication ni excuse. Au cours des 6 derniers mois, c'était devenu une habitude pour laquelle je trouvais sans cesse des excuses. Il était sous une pression énorme au travail. L'évaluation pour devenir associé lui prenait tout son temps et son énergie. Des clients importants nécessitaient son attention à des heures imprévisibles. De grosses affaires exigeaient des nuits tardives au bureau. Je me répétais ces choses, construisant des justifications élaborées pour un comportement qui, au fond de moi, je le savais, n'était que du mépris déguisé en obligation professionnelle. Quand la porte s'est finalement ouverte à 21h30, je me suis levé de la table de la salle à manger, où j'étais assise à la lueur déclinante des bougies. Mon cœur s'est brièvement soulevé, avec un espoir irrationnel qu'il allait peut-être s'excuser. Peut-être qu'il remarquerait l'effort que j'avais fait. Peut-être que nous pourrions sauver quelque chose de cette soirée. Ryan est entré, portant l'un de ses costumes Tom Ford coûteux, sa cravate déjà desserrée autour de son cou, son attention fixée sur l'écran de son téléphone. Il n'a pas levé les yeux en entrant. Il n'a pas remarqué la table dressée avec notre porcelaine spéciale, ni senti l'odeur du dîner que j'avais gardé au chaud, ni vu les bougies qui vacillaient encore. Il a simplement traversé le salon en direction de son bureau, ses pouces bougeant sur son téléphone dans ce mouvement de frappe constant qui m'était devenu plus familier que son contact. Je me suis déplacé rapidement pour l'intercepter, me plaçant dans le couloir avant qu'il ne puisse disparaître dans son bureau et fermer la porte. Les mots sont sortis dans un élan, vif et enthousiaste, d'une manière qui me fait honte maintenant quand j'y repense. Je lui ai parlé du prix, du fait d'avoir été choisi comme professeur de l'année, de la cérémonie de remise des prix qui aurait lieu le mois prochain au gala du district. Ma voix portait l'espoir, l'excitation, et un besoin désespéré qu'il s'en soucie, qu'il reconnaisse cette réussite, qu'il montre le plus petit signe que mes accomplissements comptaient pour lui. Ryan a levé une main sans me regarder. Ce geste, petit et dédaigneux, était en quelque sorte pire que tout ce qu'il a dit ensuite. C'était la façon dont on ferait taire une interruption lors d'un appel téléphonique important. La façon dont on repousserait une serveuse essayant de remplir votre verre d'eau quand on est au milieu d'une conversation qui compte vraiment. Il s'est arrêté dans le couloir et a finalement levé les yeux de son téléphone, et j'ai vu son visage exprimer non pas de l'intérêt ou de la fierté, mais de l'irritation, parce que je l'avais retardé de ce qu'il considérait comme plus important que cette conversation. Ce qu'il a dit ensuite est sorti avec la voix qu'il utilisait probablement avec la partie adverse pour annoncer de mauvaises nouvelles, cliniques, précises, et totalement dépourvues de chaleur. Il m'a dit que nous devions établir de nouvelles règles de base pour notre mariage. La phrase semblait répétée, comme s'il avait planifié ce discours pendant son trajet de retour, ou peut-être depuis des semaines avant ce moment. Désormais, c'est lui qui déciderait quand nous parlerions ou passerions du temps ensemble. Je devais arrêter de le suivre partout comme un chiot désespéré, mendiant des bribes d'attention. C'était épuisant, a-t-il dit, et franchement, indigne de nous deux. Il a fait une pause, et je l'ai regardé desserrer sa cravate d'une main, tandis que l'autre tenait toujours son téléphone. Il n'avait pas cessé de regarder son écran, même en me disant cela, comme s'il ne pouvait pas m'accorder toute son attention, même pour la tâche de restructurer notre mariage. Puis est venue la partie qui allait se rejouer dans mon esprit pendant chaque nuit d'insomnie qui a suivi, les mots qui allaient définir tout ce qui viendrait après. Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire qu'il s'était un jour abaissé au point de m'épouser, que je n'étais jamais, et ne serais jamais, ne serait-ce que proche de son niveau. Il a exposé les faits avec la précision d'un avocat présentant des preuves. J'étais une enseignante en CE1 gagnant $48 000 par an. Il était sur le point de devenir associé dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de l'État, avec un salaire qui serait, au minimum, le triple du mien. Nous n'étions pas des égaux, a-t-il dit, et il était fatigué de prétendre que nous l'étions. La comparaison a été présentée comme un fait plutôt que comme une opinion, comme si ma valeur en tant qu'être humain pouvait être calculée avec précision en comparant nos revenus annuels et en me trouvant catastrophiquement insuffisante. Puis il est passé devant moi, est entré dans son bureau, et a fermé la porte. Le son de cette porte qui claque a résonné dans notre maison avec une finalité terrible. Je suis resté là, dans le couloir,
entre la salle à manger et son bureau, incapable de bouger, mon esprit luttant pour traiter ce qui venait de se passer. Derrière cette porte fermée, je pouvais entendre le faible son de sa voix au téléphone, probablement avec un collègue ou un client, menant des affaires qui comptaient plus que l'épouse qu'il venait de démolir. Je suis retourné lentement dans la salle à manger et j'ai regardé tout ce que j'avais préparé. Le saumon sur notre porcelaine de mariage, maintenant froid et figé. Les asperges qui avaient perdu leur texture parfaite. Le vin cher, ouvert sur la table. Les bougies se consumant plus bas dans leur bougeoir en cristal. Tout semblait différent maintenant. Transformé par ces mots, passant d'une célébration à une preuve de mon espoir insensé et de mon inadéquation fondamentale. C'était ce qui arrivait quand quelqu'un qui gagnait 48 000 $ par an essayait de prétendre qu'elle méritait reconnaissance, célébration, ou le respect de base de la part de quelqu'un sur le point de devenir associé dans un cabinet prestigieux. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Ce fait m'a surprise plus tard, quand j'ai eu le temps d'y penser, car les larmes auraient été la réponse naturelle au fait que votre mari vous dise que vous épousez était un acte d'abaissement. Mais au lieu de chagrin ou de cœur brisé, j'ai senti autre chose arriver, sans y être invité. C'était froid, clair et impitoyable, comme de l'eau se transformant en glace ou de l'acier forgé dans le feu. L'homme que j'avais épousé, l'homme dont je portais le nom, l'homme que j'avais soutenu pendant ses études de droit en cumulant 2 emplois, en contractant des prêts et en sacrifiant ma propre sécurité financière, venait de me dire que je ne serais jamais assez bien. Que ma valeur pouvait être calculée sur un tableur comparant salaire et statut. Que notre mariage était un acte de charité de sa part, plutôt qu'un partenariat entre égaux. Je me suis tenu dans cette salle à manger, fixant la porte fermée du bureau, et j'ai pris une décision. Si Ryan voulait le silence, s'il voulait décider quand nous communiquions, s'il croyait vraiment que j'étais si loin en dessous de lui que notre mariage représentait un abaissement, alors je lui donnerais exactement ce qu'il demandait. J'honorerais sa demande avec une docilité si parfaite qu'il finirait par réaliser l'erreur catastrophique qu'il avait commise. Je respecterais ses limites si scrupuleusement qu'il en viendrait à comprendre à quoi ressemblait vraiment sa vie sans le système de soutien invisible que je lui fournissais depuis 3 ans. J'ai traversé la salle à manger comme quelqu'un accomplissant un rituel familier pour la dernière fois. J'ai débarrassé la table et emballé le saumon non consommé dans du papier d'aluminium, le plaçant dans le réfrigérateur où il resterait, intact, jusqu'à ce que je le jette quelques jours plus tard. J'ai soufflé les bougies et regardé les minces filets de fumée monter vers le plafond. J'ai rangé la porcelaine de mariage, pièce par pièce, me demandant si nous l'utiliserions un jour à nouveau. Et sachant déjà la réponse, j'ai pris la bouteille de cabernet coûteux et je l'ai versée dans l'évier de la cuisine, regardant le liquide sombre s'écouler, 40 $ disparaissant dans les canalisations comme un symbole approprié pour la soirée, et peut-être pour notre mariage tout entier. Puis je suis monté à l'étage, dans la chambre d'amis, et j'ai fermé cette porte, créant ma propre limite en réponse à la sienne. Le sommeil n'est pas venu cette nuit-là, mais la planification, si. Allongé dans ce lit inconnu, fixant le plafond, j'ai commencé à réfléchir à la suite avec une clarté surprenante. Malgré le choc qui résonnait encore dans mon système, Ryan venait de me donner quelque chose de précieux sans s'en rendre compte. Il m'avait donné la permission d'arrêter d'essayer, la permission d'arrêter de marcher sur des œufs, la permission d'arrêter d'être la seule personne dans notre mariage qui semblait se soucier de sa survie. Il avait déclaré les règles du jeu, et j'allais suivre ces règles avec une obéissance si parfaite qu'il finirait par comprendre ce qu'il avait perdu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube et j'ai traversé notre maison avec un nouvel objectif. Je suis allé à la cuisine et j'ai fait du café, mais une seule tasse. J'ai préparé le petit déjeuner, mais seulement assez pour une personne. Quand Ryan a émergé de notre chambre vers 7 heures, ajustant encore ses boutons de manchette et vérifiant son téléphone, il s'est arrêté à l'entrée de la cuisine et a semblé confus. La confusion fut brève, mais visible. Pendant 3 ans, j'avais préparé son petit déjeuner chaque matin, sans faute. Son omelette de blanc d'œuf avec des légumes précisément hachés. Son pain complet grillé. Son café préparé exactement comme il l'aimait, avec un sucre et un nuage de crème. La routine avait été si constante qu'il avait cessé d'y penser, qu'il en était venu à s'y attendre, de la même manière que vous vous attendez à ce que l'électricité fonctionne lorsque vous appuyez sur un interrupteur. Je me suis assise à la table de la cuisine avec mon café et mon propre petit déjeuner simple, et je l'ai regardé calmement. Je lui ai dit que je supposais qu'il préférerait s'occuper de ses propres repas dorénavant, puisqu'il était si capable et que j'étais apparemment si loin en dessous de ses standards que mes services n'étaient plus requis. Les mots sont sortis poliment, sans aucune trace de colère ou de sarcasme,
et cela a semblé le déconcerter encore plus que l'absence de petit déjeuner. Ryan a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, puis a semblé y réfléchir à 2 fois. Il a attrapé sa mallette sur le comptoir où je l'aurais normalement placée, avec son reçu du pressing et un rappel de tout ce qu'il m'avait demandé de gérer ce jour-là. Aucune de ces choses n'était là maintenant. Il est resté un instant, regardant autour de la cuisine comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier, puis s'est dirigé vers la porte. Je l'ai regardé partir sans lui offrir le baiser d'adieu qui avait été autrefois automatique, sans lui rappeler sa réunion de l'après-midi ni lui demander à quelle heure il rentrerait pour le dîner. La porte s'est refermée derrière lui et je suis resté seul dans la cuisine avec mon café, sentant le silence s'installer autour de moi. Ce silence ne semblait plus inconfortable ou tendu. Au lieu de cela, il semblait plein de possibilités. Il ressemblait à la liberté. Ce premier jour de mon retrait stratégique s'est avéré plus difficile que je ne l'avais prévu, mais pas pour les raisons que j'attendais. Ryan ne me manquait pas. Je ne me sentais pas seul, ni triste, ni pleine de regrets quant à la décision que j'avais prise de lui donner exactement le silence qu'il exigeait. Ce qui s'est avéré difficile, c'était de rompre 3 ans d'habitudes soigneusement construites, qui étaient devenues aussi automatiques que de respirer. Mon corps avait appris à fonctionner d'une certaine manière, et maintenant je lui demandais de tout désapprendre. Je me suis assise à mon bureau pendant la récréation du matin, tandis que mes élèves de CE1 jouaient dehors sous la surveillance du surveillant de la cour de récréation. Mon téléphone était posé sur le bureau à côté de mon cahier de préparation, et j'ai surpris ma main en train de l'atteindre sans pensée consciente. Mon pouce s'est déplacé vers l'écran pour ouvrir mes messages, un réflexe musculaire. Prête à taper le texto habituel, demandant à Ryan comment se passait sa matinée ou s'il avait besoin que je prenne quelque chose sur le chemin du retour. Je me suis arrêté juste avant de toucher l'écran et j'ai retiré ma main comme si le téléphone était soudainement devenu brûlant. Cela s'est reproduit pendant ma période de planification, et encore pendant que mes élèves étaient à la cantine. Chaque fois, j'ai dû activement contrer l'impulsion qui avait été renforcée quotidiennement pendant 3 ans. J'ai décidé de rediriger cette énergie ailleurs. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à ma sœur, Claire, à la place, lui demandant si elle voulait dîner avec moi un soir cette semaine. Nous n'avions pas passé de temps de qualité ensemble depuis des mois, car j'avais toujours l'air d'avoir quelque chose à faire pour Ryan. Claire a répondu presque immédiatement, avec enthousiasme et 3 points d'exclamation, disant qu'elle s'était inquiétée pour moi et qu'elle adorerait qu'on se voie. Ensuite, j'ai envoyé un message à mon ami Andrea, que j'avais négligé parce que Ryan semblait toujours avoir besoin de quelque chose le soir, aux heures où j'aurais pu entretenir des amitiés. Andrea m'a répondu en disant qu'elle pensait que j'avais oublié son existence et a suggéré que nous allions prendre un verre vendredi après le travail. J'ai même répondu à un email de Jenna, l'enseignante de CM2 du bout du couloir, dont j'avais décliné les invitations à déjeuner au moins 6 fois au cours de l'année écoulée, parce que je me dépêchais toujours de rentrer à la maison pour m'assurer que Ryan ait un vrai dîner qui l'attendait. Quand je suis finalement entré dans la salle des professeurs cet après-midi-là, avec mon déjeuner, Jenna a levé les yeux de sa salade avec une surprise sincère. Elle était assise seule à l'une des petites tables rondes, corrigeant des copies tout en mangeant, et son visage s'est illuminé quand elle m'a vu. Je lui ai demandé si je pouvais me joindre à elle, et elle a immédiatement déplacé sa pile de papier pour faire de la place. Nous avons parlé de choses sans importance particulière. Jenna m'a parlé de ses vacances au Costa Rica qu'elle prévoyait pour les vacances de printemps, me montrant des photos sur son téléphone de l'éco-lodge où elle avait réservé une chambre. Elle s'est plainte d'une réunion parents-professeurs difficile qu'elle redoutait la semaine suivante, avec une mère qui refusait de croire que sa fille avait besoin d'un soutien supplémentaire en lecture. Elle a partagé son opinion sur les nouvelles politiques discutables du nouveau directeur concernant la préparation aux tests standardisés. J'ai réalisé, pendant que nous parlions, que cette simple conversation avec un autre adulte, sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec la gestion des besoins de Ryan, l'anticipation de ses humeurs ou l'assurance que sa vie se déroule sans accroc, m'avait manqué. Jenna m'a demandé comment se passait ma semaine et je me suis retrouvé à lui parler de mon prix de professeur de l'année. Sa réaction a été tout ce que celle de Ryan aurait dû être. Elle m'a attrapé le bras et a littéralement poussé un cri d'excitation, disant que je méritais absolument cette reconnaissance et qu'elle avait toujours pensé que j'étais l'une des meilleures enseignantes de l'établissement. Nous avons passé le reste du déjeuner à discuter de la cérémonie à venir, de ce que je devrais porter et si je ferais un discours. Quand la cloche a sonné, signalant la fin de la pause déjeuner, je me suis senti plus légère, en quelque sorte, comme si le simple fait d'être vu et célébré par quelqu'un qui s'en souciait sincèrement avait libéré une pression que je ne savais pas que je portais.
Au 3e jour, quelque chose a changé d'une manière que je n'avais pas prévue. Je me suis réveillé ce matin-là, j'ai suivi ma routine de douche, d'habillage et de préparation pour le travail. Et à peu près au moment où je me brossais les dents, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à Ryan une seule fois. Je ne m'étais pas demandé à quelle heure il rentrerait. Je n'avais pas mentalement passé en revue son emploi du temps pour anticiper ce dont il pourrait avoir besoin de moi. Je n'avais pas vérifié mon téléphone pour voir s'il avait envoyé des messages pendant la nuit. Cette prise de conscience m'a arrêté en plein mouvement, ma brosse à dents toujours dans la bouche. Pour la première fois en 3 ans, Ryan n'était pas le programme de fond qui tournait constamment dans mon esprit. À l'école ce jour-là, j'ai enseigné le cycle de l'eau à mes élèves de CE1 avec une concentration et un enthousiasme sincères. Nous avons fait une expérience avec des glaçons et de l'eau chaude pour démontrer l'évaporation et la condensation. Et je me suis retrouvé pleinement présente dans le moment, plutôt que de planifier mentalement le dîner ou de m'inquiéter d'avoir oublié quelque chose dont Ryan avait besoin. Pendant la récréation, j'ai aidé à régler un différend entre 2 garçons qui se battaient pour savoir qui utiliserait le terrain de basket. Et je l'ai géré avec patience et humour, au lieu de l'efficacité distraite avec laquelle je fonctionnais depuis des mois. J'ai planifié les leçons de la semaine suivante sans vérifier une seule fois mon téléphone pour voir si Ryan avait envoyé un texto. L'espace mental qui avait été consommé par la gestion de ces exigences était soudainement disponible pour d'autres choses. Je me sentais physiquement plus légère, comme si j'avais porté un lourd sac à dos pendant si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que de marcher sans ce poids qui pèse sur mes épaules. Pendant ma pause déjeuner avec Jenna, j'ai réellement goûté ma nourriture au lieu de manger mécaniquement. Alors qu'une partie de mon cerveau planifiait déjà le dîner, j'ai remarqué la saveur des tranches de pommes que j'avais emballées, la texture du pain de mie, la douceur froide du thé glacé que j'avais apporté de la maison. Jenna a remarqué le changement avant que je ne le reconnaisse pleinement moi-même. Elle a penché la tête en me regardant et a dit que je semblais différente, en quelque sorte. Plus légère était le mot qu'elle a utilisé. Elle m'a demandé si quelque chose de bien s'était passé et je lui ai dit que je faisais juste quelques ajustements dans ma vie. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails, mais elle m'a souri avec l'expression complice de quelqu'un qui comprenait que parfois, les meilleurs changements viennent du fait de laisser enfin tomber les choses qui nous pèsent. La transformation s'est accélérée de jour en jour après cela, prenant de l'ampleur comme une pierre dévalant une colline. J'ai commencé à aller à la salle de sport avant l'école, quelque chose que j'avais abandonné pendant mon mariage parce que Ryan se plaignait que je n'étais jamais à la maison le matin. La plainte n'avait jamais eu de sens, car il partait au travail avant 6 heures et n'aurait de toute façon pas remarqué mon absence. Mais j'avais arrêté d'y aller parce que la critique me faisait sentir coupable. Maintenant, je me réappropriais cette routine matinale. Je conduisais jusqu'à la salle de sport à 5h30 et passais 45 minutes sur le tapis de course et les machines de musculation. Et j'arrivais à l'école en me sentant pleine d'énergie plutôt qu'épuisée. J'ai renoué avec de vieux amis que j'avais laissés s'éloigner au cours des 3 dernières années. Andrea et moi nous sommes retrouvés pour un verre le vendredi soir dans un bar à vin du centre-ville, et nous avons parlé pendant 3 heures sans que je vérifie une seule fois mon téléphone pour voir si Ryan avait besoin de quelque chose. Mon amie d'université, Melissa, m'a invité à un brunch le week-end, et j'ai accepté sans le calcul automatique de savoir si Ryan pourrait vouloir que je sois là ce jour-là. Ces amitiés avaient été négligées parce que Ryan semblait toujours avoir besoin de quelque chose pendant les heures que j'aurais pu passer à entretenir des liens en dehors de notre mariage. Et je n'avais pas pleinement réalisé à quel point j'étais devenu isolé jusqu'à ce que je commence à reconstruire ces ponts. Le mercredi soir de ma 2e semaine, j'ai fait quelque chose que je voulais faire depuis des années. Je me suis inscrite à un cours de poterie au centre communautaire. Le cours avait lieu tous les mercredis de 18h à 20h, un temps que j'aurais normalement passé à préparer des dîners élaborés que Ryan remarquait à peine. Je suis entré dans l'atelier, me sentant nerveuse et excitée. Et j'ai été accueilli par Margaret, l'instructrice. Elle semblait avoir la soixantaine, avec des cheveux argentés courts et de l'argile incrustée en permanence sous ses ongles. Elle avait le genre de visage qui suggérait qu'elle avait traversé des épreuves et en était sortie plus forte. Margaret m'a accueilli avec une chaleur sincère et m'a montré un tour de potier dans le coin. Elle m'a montré comment centrer l'argile sur le tour, ses mains se déplaçant avec une confiance acquise. J'ai essayé de copier ses mouvements, mais ma première tentative a été un désastre qui s'est effondré en une masse informe en quelques secondes. Margaret a ri gentiment et m'a dit que tout le monde commençait par là. Elle a dit que l'apprentissage de la poterie exigeait de la patience et la volonté d'échouer à plusieurs reprises avant que quelque chose de bien émerge. Puis elle a partagé quelque chose de personnel. Elle enseignait la poterie depuis 20 ans.
Elle a dit qu'après son deuxième divorce, elle avait dû reconstruire sa vie à partir de zéro. Elle avait eu besoin de quelque chose qui soit entièrement à elle, quelque chose que personne ne pourrait critiquer, diminuer ou lui enlever. La poterie est devenue cette chose pour elle. Elle m'a regardé avec des yeux qui semblaient voir plus que ce que j'avais dit, et elle m'a dit que parfois, les meilleures choses que nous créons naissent des décombres de ce que nous pensions vouloir. Ces mots se sont posés sur moi comme une bénédiction. J'ai travaillé l'argile pour le reste du cours, et bien que rien de ce que j'ai fait ne soit présentable, j'ai senti quelque chose changer en moi. Je construisais quelque chose de nouveau à partir des ruines de mon mariage, et ce serait entièrement à moi. Au 7e jour, j'ai pris une décision qui me semblait à la fois terrifiante et nécessaire. Pendant ma pause déjeuner, j'ai conduit jusqu'à une banque de l'autre côté de la ville, où Ryan n'aurait jamais de raison d'aller. Je suis entré dans le bâtiment, le cœur battant, et j'ai demandé à parler à quelqu'un pour ouvrir un nouveau compte. La banquière qui m'a aidé était une jeune femme qui semblait tout juste sortie de l'université. Elle m'a guidé à travers les formalités administratives avec une efficacité professionnelle, sans jamais me demander pourquoi je voulais un compte séparé de toute finance commune. J'ai ouvert un compte courant à mon seul nom et j'ai autorisé la banque à mettre en place des virements automatiques depuis mon salaire, de petits montants que Ryan ne remarquerait jamais manquer. Construisant un filet de sécurité financier qui existait entièrement en dehors de sa connaissance ou de son contrôle. Cette même semaine, j'ai pris rendez-vous pour une consultation avec une avocate spécialisée en divorce. J'ai trouvé Patricia Reeves grâce à une recherche en ligne d'avocats spécialisés dans les divorces à patrimoine élevé, où l'un des conjoints avait un revenu nettement supérieur. Son bureau était au centre-ville, dans un gratte-ciel qui sentait le cuir cher et le pouvoir tranquille. Patricia a écouté mon histoire avec l'intensité concentrée d'un prédateur calculant exactement combien mon mari allait payer pour son arrogance. Elle a pris des notes d'une écriture précise et a posé des questions détaillées. Elle voulait tout savoir sur nos finances, sur les prêts étudiants que j'avais contractés pour nous soutenir pendant les années d'études de droit de Ryan, sur les 2 emplois que j'avais occupés pendant qu'il préparait l'examen du barreau. Patricia m'a dit que dans notre état, sa future promotion et l'augmentation de salaire significative qui l'accompagnerait seraient considérées comme un bien matrimonial, sujet à division, surtout que j'avais financièrement soutenu son éducation et le début de sa carrière. Quand elle a souri à cette information, ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire de quelqu'un qui savait exactement comment faire regretter à Ryan chaque mot cruel qu'il m'avait dit. Je suis parti de son bureau avec un plan et un calendrier. Et pour la première fois depuis ce terrible mardi soir, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Les changements chez Ryan sont devenus visibles vers le 10e jour. Subtils au début, mais s'accumulant en quelque chose que je ne pouvais plus ignorer, même si je l'avais voulu. J'ai commencé à remarquer des choses pendant ces brefs moments où nos chemins se croisaient dans la maison que nous partagions encore techniquement. Il sortait de la chambre le matin l'air désorienté, se déplaçant dans la cuisine avec l'énergie confuse de quelqu'un naviguant en territoire inconnu. Je pouvais l'entendre ouvrir des placards et les refermer. Les sons ponctués de longues pauses qui suggéraient qu'il essayait de se rappeler où les choses étaient censées être, ou peut-être se demandait pourquoi elles n'étaient plus là où il s'y attendait. Sa tasse de café préférée restait, inutilisée, dans le placard. Pendant 3 ans, cette tasse l'avait attendu chaque matin, remplie de café préparé exactement comme il l'aimait. Un sucre et un nuage de crème. La température encore chaude, mais pas brûlante. Maintenant, elle prenait la poussière pendant que j'utilisais ma propre tasse et ne faisait que la quantité de café nécessaire pour moi. Je me tenais au comptoir, préparant mon petit déjeuner, et je l'observais du coin de l'œil tandis qu'il ouvrait le placard, voyait la tasse vide, et refermait le placard sans la prendre. Il ne m'a jamais demandé de lui faire son café. Il n'a même jamais mentionné l'absence de cette routine que nous avions maintenue si longtemps. Mais je pouvais voir la confusion dans sa posture, la façon dont il restait là quelques secondes de plus, comme s'il attendait que quelque chose se matérialise, ce qui n'arriverait plus. La situation du pressing a fourni une autre source de stupéfaction visible. Chaque jeudi pendant 3 ans, j'avais récupéré ses chemises et ses costumes chez le teinturier en rentrant de l'école. L'horaire était parfait, car le pressing se trouvait entre mon école et notre maison, et Ryan avait toujours des réunions en soirée ou des comparutions au tribunal qui nécessitaient des vêtements fraîchement pressés. Maintenant, ses chemises pendaient dans l'entrepôt du pressing avec des tickets jaunes attachés, non réclamés, car je ne considérais plus l'entretien de sa garde-robe comme faisant partie de mes responsabilités. Le jeudi soir de la 2e semaine, je l'ai entendu au téléphone avec le pressing, demandant des nouvelles de sa commande.
Sa voix portait une irritation mêlée de confusion quant à la raison pour laquelle ses vêtements n'avaient pas été récupérés comme d'habitude. La cuisine racontait sa propre histoire de détérioration. Les courses que j'avais l'habitude d'acheter et d'organiser selon ses préférences avaient disparu, remplacées par des articles que je voulais manger, sans aucun égard pour ses goûts. J'achetais les encas que j'aimais, les aliments pour le petit déjeuner facile à préparer pour une personne, les ingrédients pour des repas simples que je pouvais faire rapidement après le travail. Ryan ouvrait le réfrigérateur et restait là, à fixer le contenu comme si les articles à l'intérieur étaient écrits dans une langue qu'il ne pouvait pas lire. Il cherchait les plats préparés que j'avais l'habitude d'avoir prêts, les ingrédients pour ses plats préférés, la marque spécifique de yaourt qu'il préférait. Rien de tout cela n'était plus là. Je passais devant lui pendant ces moments de confusion, sans offrir d'aide ni lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Je maintenais le comportement agréable mais distant que l'on pourrait avoir avec un colocataire que l'on connaît à peine, plutôt qu'avec un mari avec qui l'on a partagé un lit pendant 3 ans. Quand nos chemins se croisaient dans le couloir, je souriais poliment et continuais vers ma destination. Quand nous étions tous les deux dans la cuisine en même temps, je préparais ma nourriture et la mangeais sans engager la conversation, au-delà de banalités sur la météo ou de lui rappeler que le jour des poubelles était le jeudi. Un soir, vers la fin de cette 2e semaine, Ryan a effectivement rompu le silence que j'avais maintenu si soigneusement. J'étais assise dans le salon, lisant un thriller que j'avais emprunté à la bibliothèque, une histoire sur une femme qui détruisait systématiquement la vie de son ex-mari abusif par une planification minutieuse et une exécution patiente. Ryan est sorti de son bureau vers 20h et s'est tenu à l'entrée, m'observant un moment avant de parler. Sa voix, quand il a finalement demandé si tout allait bien, portait une pointe d'incertitude que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle était hésitante, presque vulnérable, complètement différente de la voix d'avocat confiant qu'il utilisait pour tout le reste. J'ai levé les yeux de mon livre et lui ai souri avec la même distance agréable que j'avais maintenue depuis ce terrible mardi soir. Je lui ai dit que tout allait bien. Que je respectais simplement ses limites et lui donnais l'espace qu'il avait demandé. Je lui ai rappelé qu'il avait dit qu'il déciderait quand nous parlerions ou passerions du temps ensemble. Donc, j'attendais simplement qu'il décide. La logique était parfaite et imparable. Comment pouvait-il se plaindre que je lui donnais exactement ce qu'il avait exigé? Il est resté là un instant de plus, comme s'il essayait de trouver une faille dans mon raisonnement. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme pour dire quelque chose, puis s'est refermée. Finalement, il a juste hoché la tête et est retourné dans son bureau. Je suis retourné à mon livre et j'ai ressenti une petite vague de satisfaction. Le piège que j'avais tendu fonctionnait exactement comme prévu. Le 12e jour a apporté un nouveau développement qui m'a indiqué que ma stratégie avait l'effet désiré. Mon téléphone a sonné pendant la pause déjeuner alors que j'étais assise dans la salle des professeurs avec Jenna et 2 autres enseignantes. Nous discutions d'une prochaine sortie scolaire au musée des sciences, débattant de l'opportunité d'organiser une visite guidée ou de laisser les élèves explorer par eux-mêmes avec des fiches de travail. Quand le nom de Ryan est apparu sur mon écran, j'y ai jeté un bref coup d'œil et j'ai refusé l'appel sans interrompre la conversation. Je suis retourné à mon sandwich et j'ai continué à parler de la logistique de la sortie scolaire comme si de rien n'était. Jenna a croisé mon regard et a légèrement haussé les sourcils, mais elle n'a rien dit. Elle en savait assez sur ma situation pour comprendre ce que cet appel refusé représentait, et le regard qu'elle m'a lancé était un regard d'approbation plutôt que d'inquiétude. Après le déjeuner, alors que nous retournions à nos salles de classe, elle m'a serré le bras et m'a dit que je m'en sortais très bien. Elle n'a pas élaboré, et elle n'en avait pas besoin. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau pendant mon cours de poterie. Mes mains étaient couvertes d'argile humide, travaillant sur un bol qui commençait réellement à ressembler à quelque chose que Margaret n'aurait peut-être pas honte d'exposer. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de Ryan. Sans rompre ma concentration sur l'argile, j'ai reporté mon attention sur le tour et j'ai continué à travailler. Margaret a remarqué l'appel téléphonique et ma décision de l'ignorer. Elle m'a fait un signe de tête approbateur, le genre de reconnaissance qui passe entre les femmes qui comprennent ce qu'il faut pour ignorer un téléphone qui sonne quand on a passé des années à sauter pour répondre à chaque appel, à tout laisser tomber pour accommoder les besoins de quelqu'un d'autre. Au cours des 2 jours suivants, Ryan a appelé 6 fois de plus. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Chaque appel ignoré me donnait l'impression de récupérer une petite partie de moi-même que j'avais donnée sans réaliser que la transaction avait lieu. Mercredi après-midi, jeudi matin, jeudi soir, vendredi à midi, vendredi soir, samedi matin. Les appels continuaient d'arriver et je continuais de les refuser avec une satisfaction croissante. Je n'étais ni vengeresse ni cruelle.
Je suivais simplement les règles qu'il avait établies. Il déciderait quand nous communiquerions, et apparemment, il n'avait pas encore décidé. Au 14e jour, les appels ont cessé et les messages textes ont commencé. Le premier est arrivé pendant ma période de planification à l'école. Il était bref et poli, demandant si j'allais bien. Je l'ai lu et j'ai reposé mon téléphone sans répondre. Le deuxième message est arrivé 1 heure plus tard, exprimant sa confusion quant à la raison pour laquelle je ne répondais pas à ses appels ou à ses textos. Le troisième message, ce soir-là, avait un ton différent, la frustration transparaissant à travers les phrases soigneusement formulées. Il disait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, que nous devions parler, que mon silence empirait les choses. J'ai lu chaque message à son arrivée et je l'ai supprimé sans répondre. Que pouvais-je bien dire qui ne saperait pas la logique parfaite de ma position? Il m'avait dit d'arrêter de le déranger, alors j'avais arrêté. Il avait dit qu'il déciderait quand nous communiquerions, alors j'attendais qu'il décide. Le fait que ses tentatives d'initier le contact ne comptaient pas comme une décision était une nuance qu'il n'avait apparemment pas considérée en établissant ses règles. À la fin de la 2e semaine, les preuves physiques de la détérioration de Ryan sont devenues impossibles à ignorer. Il avait cessé de manger des repas réguliers, ce que je pouvais déduire des contenants de plats à emporter qui s'accumulaient dans la poubelle de la cuisine, cartons de nourriture chinoise, boîtes de pizza, sacs de restauration rapide. L'homme qui insistait autrefois pour avoir de vrais dîners faits maison chaque soir vivait apparemment de tout ce qu'il pouvait commander en livraison. Ses chemises étaient plus amples au niveau du col et des épaules. Preuve visible qu'il perdait du poids à cause du stress et d'une alimentation irrégulière. Les cernes sous ses yeux racontaient leur propre histoire. Il ne dormait pas bien, restant probablement éveillé la nuit, se demandant comment sa vie parfaitement planifiée avait soudainement échappé à son contrôle. Je savais qu'il était debout à des heures indues, car je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans son bureau à 3 heures du matin, le plancher grinçant sous ses mouvements agités. Parfois, j'entendais le son de sa voix au téléphone à des heures où aucun appel professionnel raisonnable n'aurait lieu. Son apparence soigneusement entretenue, toujours si importante pour lui alors qu'il cultivait l'image d'un avocat à succès destiné à devenir associé, montrait des fissures. J'ai remarqué une tache de café sur sa cravate un matin. Une petite imperfection qu'il n'aurait jamais tolérée lorsque je gérais les détails de sa vie. Ses cheveux semblaient plus souvent décoiffés. Sa mâchoire présentait fréquemment une barbe naissante qui suggérait qu'il avait sauté le rasage. Ses chaussures coûteuses avaient perdu leur éclat. L'homme qui m'avait dit que je ne serais jamais à son niveau découvrait à quoi ressemblait réellement son niveau sans le système de soutien invisible que je lui fournissais depuis 3 ans. Chaque petit détail que j'avais géré, chaque tâche que j'avais accomplie sans qu'on me le demande. Chaque commodité que j'avais arrangée pour que sa vie se déroule sans accroc avait disparu. Et le regarder lutter avec l'entretien de base de sa propre existence m'a apporté une satisfaction que je n'avais pas prévu de ressentir. Ce que Ryan ne savait pas, ce qu'il n'aurait pas pu prédire parce qu'il m'avait toujours sous-estimé, c'est que j'avais tout documenté pendant qu'il s'effondrait en essayant de gérer sa propre vie. Je construisais un dossier en béton expliquant pourquoi notre mariage avait échoué et qui portait la responsabilité de cet échec. Je tenais un journal détaillé, enregistrant chaque commentaire dédaigneux, chaque fois qu'il a priorisé sa carrière par rapport à notre relation, chaque exemple de cruauté désinvolte. Le journal se trouvait dans ma voiture, où il ne le trouverait jamais, les pages se remplissant de preuves écrites de ma propre main. J'avais des copies de nos relevés financiers téléchargés sur une clé USB que Patricia m'avait dit de garder en lieu sûr. Les relevés montraient clairement quelle part de mes revenus avait servi à soutenir sa progression. Tandis que mes propres prêts étudiants restaient largement impayés, j'avais des captures d'écran de textos où il annulait des projets avec des excuses d'une seule ligne. J'avais des emails où il rejetait mes préoccupations comme étant sans importance par rapport à ses obligations professionnelles. J'avais même un enregistrement de notre dernière tentative de séance de conseil conjugal, celle à laquelle il avait refusé d'assister, où la thérapeute avait noté son absence dans ses dossiers officiels. Patricia avait tout examiné avec la minutie d'une avocate se préparant à une guerre plutôt qu'à un simple divorce. Elle m'a assuré que cela démontrait un schéma de comportement clair qui jouerait très bien au tribunal, d'autant plus que sa promotion était sur le point de le rendre considérablement plus riche. La vengeance que je construisais n'était pas chaude et impulsive. Elle était froide et méthodique, construite avec la même attention méticuleuse que je portais à tout ce que je faisais bien. Le 15e jour est arrivé, un vendredi après-midi rempli de l'énergie habituelle de fin de semaine que portent les écoles primaires. Mes élèves de CE1 avaient été libérés pour la journée et j'étais dans ma classe, organisant des livres pour la semaine suivante, lorsque la voix de Madame Henderson a crépité à l'interphone.
Elle m'a demandé de venir au bureau principal, et la demande portait une qualité inhabituelle qui a fait accélérer mon pouls. Il y avait quelque chose dans son ton qui suggérait que ce n'était pas routinier. Mon esprit a immédiatement sauté au pire scénario alors que je marchais dans le couloir. Était-il arrivé quelque chose à mes parents? Ma sœur Claire allait-elle bien? Les couloirs étaient bordés d'œuvres d'art colorées des élèves célébrant les thèmes de l'automne. Des feuilles et des citrouilles en papier de construction qui me procuraient normalement de la joie, mais qui semblaient maintenant défiler en flou alors que je marchais plus vite. Je suis passé devant la bibliothèque où l'heure du conte de l'après-midi était en cours. Des enfants assis en tailleur sur le tapis écoutant Madame Patterson lire. Je suis passé devant le gymnase d'où je pouvais entendre le bruit rythmé d'une partie de ballon chasseur en cours. Les sons résonnant contre le haut plafond. Quand j'ai atteint le bureau principal, j'ai regardé à travers les fenêtres en verre avant d'entrer et j'ai senti mon souffle se couper. Ryan se tenait dans le hall de l'école, portant l'un de ses costumes Tom Ford coûteux, celui gris anthracite qu'il réservait pour les réunions clients importantes. Dans ses mains, il tenait un énorme bouquet de roses qui devait comprendre au moins 3 douzaines de tiges, enveloppées dans du cellophane avec un nœud élaboré. Il semblait complètement déplacé au milieu du chaos de l'école primaire qui l'entourait. Les enfants étaient récupérés par leurs parents, créant le désordre contrôlé habituel des sacs à dos ramassés, des autorisations signées et des conversations se déroulant à plusieurs niveaux de volume. Ryan se tenait au milieu de ce désordre organisé, l'air perdu et désespéré. Madame Henderson était assise derrière le bureau de la réception, et quand elle a croisé mon regard, son expression a communiqué des volumes sans mots. Il y avait de la sympathie, certainement, mais aussi de la curiosité sur ce qui se déroulait exactement dans son hall et ce que j'avais l'intention de faire à ce sujet. J'ai vu d'autres membres du personnel essayer de ne pas regarder trop ouvertement tout en observant absolument la scène se développer. Ma collègue Sarah, de la classe de CE2, faisait semblant de vérifier sa boîte aux lettres, mais avait clairement cessé de bouger. Tom, le professeur d'éducation physique, s'était arrêté dans le couloir juste à l'extérieur du bureau avec une pile de matériel dans les bras. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Ce n'était pas de la colère, exactement, bien que la colère fasse certainement partie du mélange. C'était plus comme de la clarté combinée à un but. J'ai redressé les épaules dans un geste qui ressemblait à enfiler une armure, et je suis entré dans le hall avec une confiance calme. Le visage de Ryan, quand il m'a vu, s'est transformé immédiatement. Le soulagement a inondé ses traits, suivi rapidement par un espoir désespéré. Il a fait un pas vers moi et j'ai remarqué que son apparence soigneusement entretenue montrait des signes de tension. Son costume était impeccable, comme toujours, mais son visage semblait hagard. Les cernes sous ses yeux étaient plus prononcées qu'ils ne l'avaient été même quelques jours plus tôt. Il avait perdu du poids d'une manière qui rendait son col légèrement trop grand. Il a commencé à parler avant que je puisse dire quoi que ce soit, les mots sortant en un flot inhabituel. Ryan gagnait sa vie en élaborant des arguments parfaits et en maintenant un contrôle total dans des négociations à enjeux élevés, mais à ce moment-là, il ressemblait à quelqu'un qui avait perdu son script et qui improvisait mal. Il a dit qu'il avait essayé de me joindre depuis des jours. Il a dit qu'il avait appelé et envoyé des textos et qu'il ne comprenait pas pourquoi je ne répondais pas. Il a tendu les roses vers moi comme si elles étaient une offrande de paix qui réinitialiserait en quelque sorte tout entre nous. Il a expliqué qu'il avait été sous un stress énorme avec l'évaluation pour devenir associé. Il a dit qu'il avait peut-être dit des choses qu'il ne pensait pas vraiment. Il a suggéré que nous allions dîner ce soir-là chez Angelo S., le restaurant italien que j'aimais tant. Nous n'y étions pas allés depuis plus d'1 an parce que Ryan était toujours trop occupé, mais apparemment, maintenant il avait le temps. Il a parlé de renouer le contact, de résoudre nos problèmes et de combien je lui manquais. Il a dit que nous lui manquions, comme si nous avions été un partenariat fonctionnel plutôt qu'un arrangement unilatéral où je donnais tout et où il le prenait comme son dû. La performance était désespérée et transparente. Je pouvais voir le calcul derrière ces mots. L'esprit de l'avocat essayant de trouver la bonne combinaison de phrases qui me pousserait à répondre comme il le voulait. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu une confusion sincère quant à la raison pour laquelle ces tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. Ryan était habitué à gagner des arguments par la logique et la persévérance. Il s'attendait à ce que se présenter avec des fleurs coûteuses et les bons mots résoudrait ce problème, de la même manière qu'il résolvait tous les autres problèmes de sa vie. Je suis resté là à le regarder, tandis que le hall autour de nous devenait progressivement plus silencieux. Plusieurs enseignants avaient complètement arrêté ce qu'ils faisaient et regardaient maintenant avec une fascination ouverte. Madame Henderson avait abandonné toute prétention de travailler et fixait le drame qui se déroulait dans son hall,
ses lunettes de lecture relevées sur sa tête. Un groupe de 5 ou 6 élèves attendant d'être récupérés en retard s'était tu, sentant, avec la conscience intuitive des enfants, que quelque chose d'important se passait, même s'ils ne pouvaient pas comprendre exactement quoi. Quand j'ai finalement parlé, ma voix a porté clairement à travers le hall. J'ai été surprise de voir à quel point je semblais calme, à quel point ma voix était stable. J'ai dit à Ryan qu'il avait établi des règles de base très claires pour notre mariage il y a 2 semaines. Il avait dit qu'il déciderait quand nous parlerions ou passerions du temps ensemble. Il m'avait dit d'arrêter de le poursuivre. Ce qui se passait en ce moment, ce n'était pas lui qui décidait que nous devions parler. C'était lui qui décidait qu'il voulait parler, ce qui était entièrement différent. J'ai expliqué qu'il voulait que je sois disponible sur demande, que j'accours au moment où il ressentirait le moindre inconfort face aux conséquences de ses propres choix. Je lui ai dit que ce n'était plus comme ça que ça fonctionnait. Ma voix est restée calme et mesurée, mais chaque mot était délibéré. Je n'étais ni émotive ni vengeresse. Je suivais simplement la conclusion logique des règles qu'il avait établies. Ryan a cligné des yeux, et j'ai vu une confusion sincère traverser ses traits. Dans son monde, les gens ne lui disaient pas non. La partie adverse pouvait argumenter, mais finalement des négociations avaient lieu et des compromis étaient trouvés. Les clients pouvaient avoir des inquiétudes, mais Ryan les convainquait de faire confiance à son jugement. Son monde fonctionnait sur l'hypothèse qu'avec la bonne approche, n'importe quel problème pouvait être résolu et n'importe quelle personne pouvait être persuadée. Mais je refusais d'être persuadé, et il n'avait pas de cadre pour comprendre pourquoi sa performance échouait. Sa confusion s'est rapidement transformée en colère. J'ai pu voir le changement se produire dans sa posture et son expression. Sa mâchoire s'est crispée. Sa voix, quand il a parlé à nouveau, portait une dureté qui a fait reculer de quelques pas plusieurs des enfants qui regardaient. Il a dit que j'étais sa femme, et la façon dont il l'a dit suggérait que ce simple fait devrait commander mon obéissance. Il a dit que je ne pouvais pas simplement l'ignorer pendant 2 semaines comme s'il n'existait pas. Il a qualifié ce que je faisais de manipulateur et a dit que cela constituait de la violence psychologique. L'accusation était si absurde que j'ai éclaté de rire. Le son m'a surpris autant qu'il a semblé le surprendre. Ce n'était pas un rire amer ou cruel. C'était un amusement sincère face au manque total de conscience de soi qu'il affichait. Voici un homme qui m'avait dit que je ne serais jamais à son niveau, qui avait qualifié le fait de m'épouser d'acte d'abaissement, qui m'avait exigé d'arrêter de le déranger et d'attendre silencieusement qu'il décide de vouloir mon attention. Et maintenant, il se tenait sur mon lieu de travail, m'accusant de violence psychologique parce que je lui avais donné exactement ce qu'il exigeait. Je lui ai dit que je suivais parfaitement ses instructions. Il avait demandé que j'arrête de le poursuivre, alors j'avais arrêté. Il avait établi qu'il déterminerait quand nous communiquerions. Alors j'attendais qu'il le détermine. Il m'avait dit que je ne serais jamais à son niveau et qu'il s'était abaissé en m'épousant. Alors je respectais son jugement supérieur en maintenant une distance appropriée. La logique était imparable, et je l'ai livré avec la même précision calme qu'il avait utilisée pour restructurer notre mariage 2 semaines plus tôt. Plusieurs enseignants regardaient maintenant ouvertement, sans aucune prétention de faire autre chose. Sarah avait complètement renoncé à vérifier sa boîte aux lettres et se tenait les bras croisés, regardant comme s'il s'agissait d'un drame télévisé captivant. Tom avait posé son équipement et s'appuyait contre le mur. J'ai vu ma directrice, Dr Wallace, sortir de son bureau. Son expression suggérait qu'elle était prête à intervenir si cette situation dégénérait en quelque chose nécessitant une action administrative. Mais j'ai aussi remarqué autre chose dans ses yeux. Cela ressemblait presque à de l'approbation quant à la façon dont je gérais cette confrontation. Ryan se tenait là, tenant ses roses fanées, et je pouvais le voir essayer de trouver un angle, un argument, un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait totalement échappé. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois alors qu'il cherchait des mots qui ne venaient pas. Ryan se tenait là, dans le hall de l'école, tenant ses roses fanées, et sa voix a changé. Elle est tombée à un ton presque suppliant, un ton que je ne lui avais jamais entendu en 3 ans de mariage. Il m'a demandé ce que je voulais de lui. La question elle-même révélait à quel point il comprenait peu ce qui se passait. Ce n'était pas une négociation où j'avais des exigences qui pouvaient être satisfaites. Ce n'était pas un litige contractuel où la bonne offre me ramènerait à la table. Il a commencé à offrir des concessions comme s'il était en déposition. Il s'est qualifié d'idiot. Il a admis qu'il avait été stressé et s'en était pris à moi. Il a reconnu qu'il avait dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Chaque aveu sortait soigneusement formulé,
et je pouvais le voir observer mon visage pour des signes que sa stratégie fonctionnait. Il a suggéré que nous allions quelque part en privé pour en parler comme des adultes, comme si l'intimité rendrait en quelque sorte sa cruauté désinvolte plus facile à pardonner ou à oublier. Comme si le problème était que nous avions cette conversation en public, plutôt que le contenu de ce qu'il m'avait dit 2 semaines plus tôt. Je l'ai regardé se tenir là et j'ai réalisé quelque chose de profond. Je ne regardais pas l'homme dont j'étais tombée amoureuse 3 ans plus tôt. Je regardais un étranger qui portait son visage. Cette personne croyait sincèrement que la combinaison appropriée de mots et de gestes pouvait tout réinitialiser à ses paramètres par défaut préférés. Il pensait qu'il pouvait s'excuser juste assez, promettre juste assez, feindre la contrition juste assez, et je retournerais à mon rôle de soutien de sa vie, tout en ne recevant que du mépris en retour. Le mot qui est sorti de ma bouche était simple et révolutionnaire. Non. Simplement non. Pas une explication, ni une justification, ni une excuse pour l'avoir dit. Je lui ai dit que je n'allais pas dîner avec lui. Nous n'allions pas parler. J'allais terminer ma semaine de travail et rentrer chez moi, dans mon appartement. J'ai veillé à souligner cette dernière partie. Mon appartement, pas notre maison. Mon appartement, que j'avais trouvé et loué sans son avis ni sa permission. J'ai expliqué que j'allais profiter d'un week-end paisible, sans marcher sur des œufs ni me demander si ma simple existence l'ennuyait. Je lui ai suggéré de quitter l'école, de retourner à son bureau, et de commencer à s'habituer à ce à quoi ressemblait sa vie sans que je gère chaque détail de celle-ci. Ma voix est restée calme tout au long de ce discours. Je n'étais ni en colère ni émotive. J'énonçais simplement des faits sur la façon dont les choses allaient se dérouler à partir de ce point. L'information sur l'appartement a frappé Ryan avec une force visible. Il a littéralement fait un pas en arrière comme si je l'avais poussé. Il a répété mes mots. Ton appartement. Il l'a dit comme une question, même si je ne l'avais pas formulé ainsi. Son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide. La confusion a fait place à l'incrédulité, qui s'est transformée en quelque chose approchant la panique. Il a immédiatement commencé à protester. Nous vivions ensemble. Il a dit que j'étais sa femme. Je ne pouvais pas simplement déménager sans en discuter avec lui d'abord. Il invoquait le contrat de mariage comme s'il s'agissait d'un document juridique contraignant qui obligeait ma présence, peu importe la façon dont il m'avait traité. Son esprit légaliste, si habitué à contrôler les situations par le langage contractuel et l'autorité procédurale, ne pouvait pas comprendre que certaines choses existent en dehors du domaine de la négociation et de la conformité. Certaines choses ne peuvent pas être gérées par la bonne combinaison de termes et de conditions. Je lui ai dit de me regarder faire. Puis je me suis retourné et j'ai marché dans le couloir en direction de ma classe. Mes chaussures d'enseignante raisonnable couinaient légèrement sur le sol poli. Derrière moi, je l'ai entendu appeler mon nom. Sa voix portait une note de panique sincère, complètement différente de son ton d'avocat habituellement contrôlé. Il commençait à comprendre toute l'étendue de ce qu'il avait perdu, et la prise de conscience submergeait clairement sa capacité à garder son sang-froid. Mais je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas accusé réception de sa supplique. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de savoir qu'il avait obtenu la moindre réaction de ma part, au-delà du rejet calme qu'il méritait. J'ai juste continué à marcher jusqu'à la porte de ma classe. Je suis entré, j'ai fermé la porte derrière moi, et je suis resté là un instant, le dos contre la porte, sentant mon cœur battre à cause de la confrontation. La salle de classe était vide maintenant. Tous mes élèves avaient été récupérés pour le week-end. L'espace semblait paisible, d'une manière que notre maison n'avait pas été paisible depuis des mois. Les murs étaient couverts d'affiches inspirantes sur la persévérance et le respect des autres. J'avais enseigné ces concepts à mes élèves tous les jours, tout en échouant à les appliquer à ma propre vie et à les exiger de mon propre mari. Des œuvres d'art d'élèves pendaient à des fils tendus au plafond. Des dessins colorés célébrant leurs rêves, leurs espoirs et la belle simplicité de l'imagination enfantine. Des autoportraits en papier de construction avec des descriptions écrites de ce qu'ils voulaient être quand ils seraient grands. Un pompier, un vétérinaire, une enseignante comme Madame Mitchell. Ce dernier me rendait toujours émotive quand je le lisais. Mon prix de professeur de l'année était posé sur mon bureau, où je l'avais placé 2 semaines plus tôt, après la cérémonie du district à laquelle j'avais assisté seul. Ryan avait été trop occupé pour venir, avait-il dit, bien que je soupçonne que la vérité était qu'il ne s'en souciait tout simplement pas assez pour réorganiser son emploi du temps. La plaque était modeste mais significative. Elle représentait la reconnaissance que le travail que je faisais comptait,
que les heures que j'investissais à aider les enfants à apprendre et à grandir avaient été remarquées et appréciées. Je me suis assise à mon bureau et j'ai pris plusieurs profondes inspirations. L'adrénaline de la confrontation commençait à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus stable et de plus durable. Cela ressemblait à la paix, ou du moins au début de la paix. Les premières notes timides d'une chanson que j'apprenais à chanter après des années de silence. J'avais de vraies responsabilités ici, dans cette salle de classe. Un vrai travail qui créait une valeur réelle dans le monde. 22 élèves de CE1 dépendaient de moi pour leur apprendre à lire, à écrire et à penser de manière critique. Ils dépendaient de moi pour les aider à gérer les conflits avec leurs amis et à comprendre des concepts qui les mettaient au défi. Ils dépendaient de moi pour leur montrer à quoi ressemblait la gentillesse et le respect en pratique. Et j'étais doué pour ce travail. J'étais sincèrement doué, d'une manière qui n'avait rien à voir avec le salaire, le statut ou l'une des mesures que Ryan avait utilisées pour évaluer ma valeur. Ma vie était enfin, glorieusement, à nouveau la mienne, et c'était incroyable. Ce week-end-là, j'ai rencontré Patricia dans son bureau du centre-ville. Elle m'avait demandé de venir un samedi matin pour finaliser notre stratégie. Son immeuble de bureau était presque vide le week-end, nos pas résonnant dans le hall en marbre alors que je me dirigeais vers les ascenseurs. Patricia était déjà à son bureau quand je suis arrivé, entouré de dossiers et de documents juridiques, une tasse de café fumant à côté de son clavier. Elle a exposé le calendrier de ce qui allait suivre avec la précision d'un général planifiant une campagne militaire. D'ici lundi matin, les papiers du divorce seraient livrés au cabinet d'avocats de Ryan. Patricia avait spécifiquement choisi l'huissier pour cette tâche, un homme spécialisé dans la maximisation de la nature publique de telles livraisons. Les collègues de Ryan le verraient recevoir des papiers de divorce au travail, créant exactement le genre de perturbation visible que les cabinets d'avocats trouvent déplaisante. D'ici mardi, je changerai de numéro de téléphone. Patricia avait déjà arrangé un nouveau numéro via un compte d'opérateur auquel Ryan ne pourrait ni accéder ni tracer. Je bloquerai Ryan sur toutes les plateformes de médias sociaux, coupant les liens numériques qui existaient encore théoriquement entre nous. D'ici mercredi, je rencontrerai un agent immobilier recommandé par Patricia pour discuter de la vente de notre maison, celle que j'avais transformée en foyer tandis que Ryan l'avait simplement utilisée comme un endroit pour dormir, travailler et m'ignorer. D'ici vendredi, je signerai le bail de l'appartement d'une chambre au centre-ville. L'endroit dans le bâtiment historique rénové, avec des murs en briques apparentes et de grandes fenêtres qui laissaient entrer une belle lumière naturelle. L'espace serait entièrement à moi, sans aucun souvenir de Ryan pour le contaminer. Je pourrais décorer comme je le voulais. Je pourrais dîner à l'heure qui me convenait. Je pourrais exister sans surveiller constamment les humeurs et les besoins de quelqu'un d'autre. Patricia a examiné la documentation financière que j'avais rassemblée au cours des 2 dernières semaines. Elle a examiné les relevés bancaires montrant quelle part de mes revenus avait servi à soutenir l'avancement de Ryan. Elle a étudié les documents de prêt étudiant, prouvant que j'avais contracté une dette importante pour couvrir nos frais de subsistance pendant qu'il fréquentait la faculté de droit. Elle a examiné les dossiers d'emploi montrant que j'avais occupé 2 emplois pendant sa dernière année d'études de droit et sa préparation à l'examen du barreau. Elle a souri en finissant d'examiner le tout, et ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'une avocate qui savait exactement comment faire payer un adversaire pour son arrogance. Elle m'a dit que la future promotion de Ryan, qu'il avait utilisée comme justification pour me traiter comme une employée subalterne, jouerait en fait en ma faveur lors de la division des biens. Puisque je l'avais soutenu pendant ses études de droit et les premières années de sa carrière, alors qu'il ne gagnait rien, j'avais droit à une part importante de son potentiel de revenus accrus. Patricia a estimé que je repartirais avec assez d'argent pour rembourser entièrement mes prêts étudiants et avoir un coussin financier substantiel pour la suite. La satisfaction que j'ai ressentie en entendant cela n'avait rien à voir avec l'argent lui-même. C'était une question de justice. C'était le fait que Ryan paie enfin le prix de la façon dont il m'avait traité. Le lundi matin est arrivé avec une chaleur inhabituelle pour un début de novembre. Le genre de journée qui ressemble à un cadeau avant que l'hiver ne s'installe et ne vous fasse oublier ce que le temps doux peut être. J'ai passé ma journée d'enseignement avec une concentration que je n'avais pas connue depuis des mois. Mes élèves de CE1 ont travaillé sur une leçon de mathématiques sur l'addition et la soustraction, et je me suis retrouvé à apprécier la métaphore, ajouter ce dont vous avez besoin à votre vie, soustraire ce qui ne vous sert plus. Les concepts semblaient applicables au-delà des mathématiques. À 11h30, mon téléphone a vibré avec un texto de Patricia. Le message ne contenait qu'un seul mot, livré. Je me suis excusé de la salle de classe un instant,
sortant dans le couloir où je pouvais prendre une respiration sans que 22 petits humains observent ma réaction. Les papiers du divorce avaient été signifiés à Ryan à son bureau. Patricia avait arrangé pour que l'huissier arrive en milieu de matinée, lorsque le bureau serait le plus animé. Nombre maximal de témoins, m'avait-elle expliqué lors de notre réunion de samedi. Ryan ouvrirait cette enveloppe devant ses collègues et les associés directeurs qui décidaient de son avenir au sein du cabinet. J'ai imaginé son visage lorsqu'il a vu les documents juridiques mettant officiellement fin à notre mariage. Le sang-froid corporatif qu'il s'efforçait tant de maintenir se fissurerait devant les personnes dont il appréciait le plus l'opinion. Cette pensée m'a apporté une satisfaction qui n'avait rien à voir avec la cruauté, et tout à voir avec la justice. Il m'avait humilié en privé. Maintenant, il connaîtrait une fraction de cette humiliation dans le cadre professionnel qui lui importait plus que tout. Cet après-midi-là, pendant ma pause déjeuner, je suis allé au magasin de téléphonie. L'employé qui m'a aidé était efficace et professionnel, transférant mes contacts et mes données sur une nouvelle carte SIM sans me demander pourquoi j'avais besoin d'un nouveau numéro. J'ai regardé le processus se dérouler et j'ai senti quelque chose d'important changer. Ce nouveau numéro représentait une rupture technologique nette avec mon ancienne vie. Ryan ne pourrait plus m'appeler ni m'envoyer de textos. Il essaierait mon ancien numéro et le trouverait déconnecté. Une preuve de plus que j'étais sérieuse quant à la fin de ce mariage. De retour à l'école, j'ai utilisé ma période de planification pour bloquer systématiquement Ryan sur toutes les plateformes de médias sociaux où nous étions connectés. Instagram d'abord, puis Facebook, puis Twitter et LinkedIn. Nous avions maintenu la fiction numérique d'un mariage heureux sur ces plateformes, publiant des photos de vacances que nous avions prises il y a des années, partageant des messages d'anniversaire qui suggéraient que nous fonctionnions toujours comme un couple. Je l'ai effacé de ma présence sur les médias sociaux aussi complètement que j'avais l'intention de l'effacer de ma vie réelle. Mardi matin a apporté une complication que je n'avais pas anticipée. J'accompagnais mes élèves à la zone de ramassage à la fin de la journée d'école quand j'ai vu Mélissa debout près de l'entrée. La sœur de Ryan semblait contrariée et débraillée, d'une manière inhabituelle pour elle. Mélissa se présentait toujours avec un soin méticuleux, mais aujourd'hui, ses cheveux étaient légèrement en désordre et son maquillage montrait des signes d'avoir été appliqué à la hâte. Elle s'est approchée de moi une fois que j'ai eu fini d'aider mes élèves à trouver leurs parents. Elle m'a prise à part dans une zone plus calme, près du bureau principal de l'école. Sa voix portait la confusion et la détresse lorsqu'elle a demandé ce qui se passait. Ryan l'avait appelée la veille au soir, en panique, a-t-elle dit, parlant de papiers de divorce signifiés à son bureau et du fait que j'avais déménagé sans préavis et que je refusais de lui parler. Mélissa a reconnu que Ryan pouvait être difficile et exigeant. Elle a admis qu'il avait été sous un stress énorme avec la situation de la promotion. Mais sûrement, a-t-elle suggéré, nous pourrions arranger ça si nous communiquions simplement correctement. Elle a utilisé l'expression « jeter 3 ans de mariage » comme si ces 3 années représentaient une sorte d'investissement que je devais protéger, peu importe ce que j'avais réellement ressenti en les vivant. J'ai regardé Mélissa et j'ai pris une décision sur ce que je lui devais en termes d'explication. Elle avait été amicale avec moi pendant notre mariage, m'invitant à prendre un café et m'incluant dans les événements familiaux, mais elle avait finalement toujours été l'alliée de son frère en premier lieu. Pourtant, elle méritait de connaître la vérité plutôt que la version que Ryan racontait. Je lui ai dit, calmement et clairement, ce que Ryan m'avait dit ce mardi soir d'octobre, qu'il n'arrivait pas à croire qu'il s'était un jour abaissé à m'épouser, que je ne serais jamais à son niveau, qu'il déciderait quand nous passerions du temps ensemble et que je devais arrêter de le déranger. J'ai regardé le visage de Mélissa changer alors qu'elle traitait cette information. La surprise est apparue en premier, suivie rapidement par un malaise qui suggérait qu'elle n'avait pas connu toute l'étendue de la cruauté de son frère. Ce que Mélissa a dit ensuite a changé quelque chose de fondamental dans ma compréhension de la situation. Elle avait l'air mal à l'aise, regardant autour d'elle comme pour vérifier si quelqu'un était assez proche pour entendre. Puis elle m'a dit quelque chose que je ne savais pas. Ryan disait à leur famille depuis des mois que notre mariage était pratiquement terminé. Il avait dit qu'il avait fait une erreur en épousant quelqu'un qui n'était pas assez ambitieux pour suivre sa trajectoire de carrière. Il restait avec moi par obligation, leur avait-il dit, mais prévoyait de mettre fin aux choses après être devenu associé, car l'image serait meilleure. Mélissa s'était disputée avec lui à ce sujet. Elle a dit qu'elle lui avait dit qu'il était horrible et que je n'avais été que soutien. Mais Ryan avait rejeté ses préoccupations de la même manière qu'il avait rejeté les miennes. Elle avait l'air sincèrement pleine de regrets en partageant cette information. Elle a dit qu'elle aurait dû me le dire plus tôt, mais qu'elle avait espéré que Ryan retrouverait la raison et réaliserait ce qu'il était en train de jeter.
La révélation m'a frappé avec une force inattendue. Ryan n'avait pas seulement été cruel avec moi en privé. Il avait systématiquement sapé notre mariage auprès de sa famille pendant des mois, construisant un récit où j'étais l'épouse inadéquate qui le freinait dans son plein potentiel. Il avait été si confiant que je ne le quitterais jamais qu'il avait dit à sa famille que notre mariage était essentiellement terminé, tout en s'attendant toujours à ce que je cuisine ses repas et gère chaque détail de sa vie. L'information a rendu son choc face à mon départ encore plus satisfaisant. Il m'avait tenu pour si acquise qu'il ne pouvait pas imaginer que j'irais réellement jusqu'au bout et que je partirais. Il avait supposé que je serais toujours là, gérant tranquillement son existence, peu importe la façon dont il me traitait. J'ai remercié Mélissa de me l'avoir dit. J'ai dit que j'appréciais son honnêteté et que je n'avais aucune rancune envers elle, mais j'ai aussi précisé que ma décision était finale. Ryan m'avait montré exactement qui il était, et j'avais choisi de le croire. Mélissa a hoché la tête lentement, et je pouvais la voir comprendre que son frère avait créé cette situation entièrement par lui-même. Le mercredi soir, Ryan était apparemment passé par plusieurs étapes de réaction au papier du divorce. Mon amie Andrea m'a appelé vers 19 h, alors que j'étais chez moi dans mon nouvel appartement, en train de déballer des cartons. Elle avait vu plusieurs publications que Ryan avait faites sur Facebook. Je ne pouvais pas les voir moi-même, car je l'avais bloqué, mais elles étaient visibles pour nos amis communs et son réseau élargi. Andrea me les a lues, sa voix portant une indignation à peine contenue. Ryan avait publié des déclarations vagues sur le fait que le mariage demande du travail et de la communication, sur le fait que certaines personnes abandonnent au lieu de se battre pour ce qui compte, sur le fait qu'il apprenait des leçons douloureuses sur la confiance et l'engagement. Les publications étaient soigneusement conçues pour le faire passer pour la partie lésée. Le mari dévoué luttant pour comprendre pourquoi sa femme l'avait soudainement abandonné sans explication. Plusieurs de ses collègues et amis de la faculté de droit avaient commenté avec des messages de soutien. Ils n'avaient clairement aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Il répondait au récit que Ryan construisait, un récit où il était la victime de mon comportement déraisonnable plutôt que l'architecte de l'effondrement de sa propre relation. Andrea était furieuse en mon nom. Elle voulait commenter ses publications et rétablir la vérité publiquement. Mais je lui ai dit que je ne ressentais qu'un amusement froid face à sa tentative transparente de contrôler le récit et de se positionner en victime. C'était une manœuvre si prévisible de la part de quelqu'un qui gagnait sa vie en façonnant des histoires pour servir le résultat souhaité. Je lui ai dit la vérité sur ce que Ryan m'avait dit, les mots exacts qu'il avait utilisés ce mardi soir-là. Je lui ai donné la permission de diffuser cette information dans notre groupe d'amis comme elle le jugerait bon. J'en avais fini de protéger sa réputation et de le laisser réécrire l'histoire pour qu'elle corresponde à son récit préféré. Si Ryan voulait jouer la victime publiquement, alors les gens méritaient de savoir quel genre de victime il était réellement. Andrea a promis qu'elle s'assurerait que la vérité éclate. Je lui faisais confiance pour gérer cela avec le bon équilibre de franchise et de discrétion. Elle avait un grand réseau d'amis communs et un talent pour le partage stratégique d'informations. D'ici la fin de la semaine, la plupart de notre cercle social saurait exactement ce que Ryan m'avait dit et pourquoi j'étais parti. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé autour de mon nouvel appartement. Des cartons étaient encore empilés dans les coins, attendant d'être déballés. Mais quelques meubles semblaient clairsemés dans l'espace, mais c'était le mien. Chaque centimètre carré m'appartenait et reflétait mes choix plutôt que des compromis faits pour accommoder les préférences de quelqu'un d'autre. Le démantèlement systématique de mon mariage se déroulait exactement comme prévu. Le calendrier de Patricia était suivi avec précision. L'image soigneusement construite de Ryan commençait à se fissurer alors que la vérité se propageait à travers nos réseaux sociaux. Et je construisais quelque chose de nouveau à partir des morceaux de mon ancienne vie, quelque chose qui serait entièrement à moi. 3 semaines après avoir signifié les papiers du divorce, Ryan s'est présenté à mon nouvel appartement un samedi matin. J'étais en train de déballer les derniers cartons de mon déménagement, organisant ma petite cuisine avec la vaisselle et les ustensiles qui étaient les miens seuls, quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai senti mon estomac se nouer quand je l'ai vu debout dans le couloir. Il tenait 2 tasses de café de chez Moretti-S, le café cher que nous fréquentions pendant notre première année de mariage, quand il faisait encore des gestes romantiques. Il avait l'air terrible, d'une manière qui allait au-delà de la simple fatigue. Son costume coûteux pendait différemment sur sa silhouette, suggérant qu'il avait perdu plus de poids. Les cernes sous ses yeux s'étaient creusées en quelque chose qui semblait presque meurtri. Ses cheveux, habituellement parfaitement coiffés, semblaient avoir été passés et repassés par ses mains. J'ai ouvert la porte mais je ne me suis pas écarté pour le laisser entrer.
Je me suis tenu dans l'embrasure, bloquant l'accès à mon appartement. Cet espace qui représentait la liberté, de nouveaux départs, et une vie dans laquelle il n'était pas invité. Sa voix, quand il a parlé, n'avait rien de la confiance arrogante qui avait caractérisé nos derniers mois ensemble. Au lieu de cela, elle portait quelque chose de presque hésitant, incertain. Il a demandé si nous pouvions parler. Il a tendu l'une des tasses de café vers moi, et j'ai remarqué que sa main tremblait légèrement. J'ai pris le café mais je n'ai pas bougé de l'embrasure de la porte. Il s'est lancé dans ce qui était clairement un discours préparé, le genre qu'il a probablement répété devant un miroir ou pendant son trajet. Il a dit qu'il avait eu tort, que la pression de la promotion l'avait fait dire des choses terribles qu'il ne pensait pas vraiment. Il m'a dit qu'il avait commencé à suivre une thérapie pour travailler sur ses problèmes de stress et de communication. Il a dit qu'il comprenait maintenant tout ce que j'avais fait pour lui, tout ce qu'il avait tenu pour acquis. Il voulait prouver qu'il pouvait être le mari que je méritais. Il a dit qu'il était prêt à faire tout ce qu'il faudrait pour arranger ça. J'ai écouté tout son discours avec la patience de quelqu'un qui n'avait plus aucun investissement émotionnel dans le résultat. Je l'ai laissé finir complètement avant de dire quoi que ce soit. Puis je lui ai posé la question qui se formait dans mon esprit depuis ma conversation avec Mélissa. Je lui ai demandé s'il essayait de se réconcilier parce qu'il voulait vraiment être marié avec moi, ou parce que ses associés directeurs avaient suggéré qu'un divorce compliqué juste avant sa décision de promotion pourrait nuire à son jugement et à sa stabilité. La façon dont son visage a changé m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir avant même qu'il ne tente de répondre. Il y a eu une lueur de surprise que j'ai devinée, suivie immédiatement par une neutralité prudente alors que son cerveau d'avocat essayait de formuler une réponse qui ne confirmerait pas mes soupçons. Il a essayé de nier. Il a dit, bien sûr, qu'il voulait que je revienne parce qu'il m'aimait et qu'il réalisait ce qu'il avait perdu. Mais sa prestation manquait totalement de conviction. Ses yeux ne croisaient pas tout à fait les miens. Au lieu de cela, il regardait un point quelque part au-dessus de mon épaule gauche, sa voix ne portant aucune de la certitude qu'il apportait à ses arguments juridiques. Je lui ai dit que j'avais déjà discuté de cette possibilité avec Patricia. Elle m'avait expliqué comment les cabinets d'avocats considéraient souvent le chaos personnel comme une preuve de mauvaise prise de décision qui pourrait s'étendre aux affaires professionnelles. Son intérêt soudain pour la réconciliation, survenant exactement 3 semaines après avoir reçu les papiers du divorce et précisément au moment où les décisions de promotion étaient finalisées, semblait être un timing remarquablement pratique. Je l'ai regardé réaliser que j'avais vu clair dans son jeu. Que la femme qu'il avait rejetée comme étant trop simple et de bas statut pour être à son niveau avait en fait été plusieurs longueurs d'avance sur lui tout au long de ce processus. La prise de conscience a semblé le dégonfler physiquement. Ses épaules se sont affaissées et il a baissé les yeux sur la tasse de café dans sa main, comme s'il était surpris de la trouver là. J'ai pris une inspiration et je lui ai dit quelque chose à quoi je pensais depuis des semaines. Il avait eu raison sur une chose, ai-je dit. Nous n'étions pas au même niveau, mais il avait complètement inversé la hiérarchie. J'ai expliqué que je passais mes journées à enseigner aux enfants à lire, à penser de manière critique et à se traiter mutuellement avec gentillesse et respect. Je façonnais de jeunes esprits et apportais de réelles contributions à la société qui se répercuteraient à travers les générations, d'une manière que ni l'un ni l'autre ne pouvions pleinement mesurer. Chaque enfant à qui j'apprenais à lire aurait des opportunités qu'il n'aurait pas eues autrement. Chaque élève que j'aidais à comprendre des concepts mathématiques serait mieux équipé pour naviguer dans un monde qui exigeait ses compétences. Chaque fois que je réglais un conflit dans la cour de récréation et que j'enseignais la résolution de conflits, je créais des adultes qui pourraient gérer les désaccords de manière plus constructive. Ryan, d'un autre côté, passait ses journées à aider de riches entreprises à trouver des failles juridiques pour éviter de payer des impôts et maximiser leurs profits, quel que soit le coût social. Son travail payait extraordinairement bien, oui, mais il ne créait aucune valeur réelle pour quiconque, sauf ses clients et son cabinet. Il aidait les déjà riches à devenir plus riches. Il aidait des entités puissantes à se soustraire à leurs responsabilités sociales. C'était ce que sa prestigieuse promotion lui permettrait de faire davantage. J'ai dit que mon niveau était très bien. J'étais fier de mon niveau. Et je n'avais aucun intérêt à descendre à son niveau, où la valeur humaine était calculée uniquement par le salaire et le statut, où l'amour était transactionnel et conditionnel, où le mariage était quelque chose dans lequel on restait seulement lorsque l'image profitait à sa carrière. Je lui ai dit que le divorce se poursuivrait exactement comme prévu. Patricia m'avait assuré que le règlement serait substantiel, étant donné que sa promotion et l'augmentation de salaire significative qu'elle apportait seraient considérées comme un bien matrimonial. Je l'avais soutenue pendant ses études de droit en cumulant 2 emplois et en contractant des prêts que je remboursais encore.
J'avais facilité son avancement de carrière en gérant tous les aspects de sa vie personnelle afin qu'il puisse se concentrer entièrement sur sa réussite professionnelle. En vertu de la loi de l'État, j'avais droit à une part importante de son potentiel de revenus accrus. J'ai expliqué que je repartirais avec assez d'argent pour rembourser entièrement mes prêts étudiants et repartir à zéro avec un coussin financier substantiel. Lui, pendant ce temps, apprendrait la leçon coûteuse que traiter les gens comme des actifs jetables a de réelles conséquences. Le visage de Ryan a traversé plusieurs expressions pendant que je parlais. Le choc a fait place à quelque chose qui ressemblait à de la colère, qui s'est ensuite transformé en ce que je ne peux décrire que comme de la défaite. Mais il a fait une dernière tentative pour sauver la situation. Et cette tentative a révélé tout sur qui il était vraiment. Sa voix a pris une tonalité tranchante alors qu'il m'avertissait que contester le divorce serait coûteux et long. Son cabinet avait d'excellents avocats qui pourraient me rendre le processus très difficile. Je faisais une erreur que je regretterais. C'était une menace déguisée en préoccupation, et cela a confirmé tout ce que j'avais fini par comprendre de l'homme que j'avais épousé. Je lui ai souri. C'était le même sourire calme que je lui avais donné ce premier matin où j'avais arrêté de lui préparer son petit déjeuner. Je lui ai dit que Patricia s'attendait exactement à ce genre de tactique d'intimidation et s'y était préparée en conséquence. J'avais des preuves de tout. Sa violence verbale, le déséquilibre financier dans notre mariage où mes revenus soutenaient son avancement tandis que ma propre dette restait non traitée. La façon dont il avait dit à sa famille que notre mariage était terminé, tout en s'attendant toujours à ce que je cuisine ses repas et gère sa vie. J'ai mentionné l'enregistrement de notre dernière tentative de séance de thérapie de couple, celle à laquelle il avait refusé d'assister. La thérapeute avait noté son absence et sa réticence à travailler sur notre relation dans ses dossiers officiels. Patricia avait expliqué que ce genre de documentation pouvait être très précieux dans une procédure. Je lui ai dit que Patricia espérait en fait qu'il choisirait de contester le divorce. Cela lui donnerait l'occasion d'exposer son comportement en détail lors de la phase de découverte et des dépositions. Le processus créerait exactement le genre de divorce public et désordonné que son cabinet considérerait comme une preuve de mauvais jugement et d'instabilité. La chose même qu'il essayait d'éviter en tentant une réconciliation deviendrait inévitable s'il choisissait de contester les termes du divorce. J'ai vu le calcul se faire derrière ses yeux. Il était avocat. Il comprenait la stratégie de litige et l'évaluation des risques. Il a réalisé que se battre lui coûterait bien plus que l'argent qu'il perdrait dans le règlement, sa réputation au cabinet, ses perspectives de promotion, son image soigneusement cultivée de professionnel à succès avec sa vie sous contrôle. Tout cela serait endommagé par un divorce contentieux qui exposerait comment il avait traité sa femme. Il est resté là un long moment, et je pouvais le voir essayer de trouver un angle, un argument, un moyen de reprendre le contrôle d'une situation qui lui avait complètement échappé. Mais il n'y avait plus rien à dire. Il avait joué toutes ses cartes, et aucune n'avait fonctionné. Il s'est retourné et s'est éloigné dans le couloir sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, les épaules voûtées d'une manière qui le faisait paraître plus petit qu'il ne l'était réellement. Quand il a atteint le bout du couloir et s'est tourné vers les escaliers, j'ai fermé ma porte. Je suis resté là, le dos contre la porte un instant, tenant le café cher qu'il m'avait apporté. Puis je suis allé à l'évier de ma cuisine et je l'ai versé. Je n'avais pas besoin de son café, ni de ses excuses, ni de ses tentatives tardives de réconciliation. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici, dans cet appartement qui était entièrement le mien. Je suis resté dans ma cuisine un moment après avoir versé le café de Ryan, regardant l'évier vide et sentant quelque chose s'installer en moi. Ce n'était pas du triomphe, exactement, bien qu'il y ait eu une satisfaction à savoir que j'avais géré cette confrontation finale avec un contrôle total. C'était plus comme une finalité. Le dernier fil qui nous reliait avait été coupé, et ce qui restait maintenant était simplement le processus juridique pour officialiser notre séparation. 4 mois plus tard, ce processus juridique s'est conclu dans une salle de conférence du bureau de Patricia. Ryan et moi étions assis de part et d'autre d'une table en acajou poli, signant des documents qui mettaient officiellement fin à notre mariage. Son avocate était une femme à l'allure vive nommée Catherine Walsh, qui lui avait clairement conseillé de ne pas mener cette bataille. Elle a examiné les termes du règlement avec une efficacité professionnelle qui suggérait qu'elle comprenait que son client n'avait pas de bonnes options et que se battre ne ferait qu'empirer les choses. J'ai signé chaque document que Patricia me faisait glisser sur la table. Le règlement était exactement ce que Patricia avait prédit. Assez d'argent pour rembourser entièrement tous mes prêts étudiants. Une part substantielle de la prime de partenariat de Ryan, qu'il avait reçue 2 semaines après que j'ai demandé le divorce.
La prime qu'il avait utilisée comme justification pour me dire que je ne serais jamais à son niveau. La moitié de la valeur nette de notre maison, qui s'était vendue rapidement à un jeune couple attendant son premier enfant, qui aimait la cuisine que j'avais rénovée et le jardin que j'avais planté. Ryan semblait diminuer, assis en face de moi, plus petit que dans mon souvenir, comme si les 4 derniers mois l'avaient compressé d'une manière qui allait au-delà de la perte de poids physique que je pouvais voir sur son visage. Il avait vieilli d'une manière qui suggérait le stress, un mauvais sommeil et le poids accumulé des conséquences qu'il n'avait jamais prévu d'affronter. Nous n'avons pas parlé pendant la signature, sauf pour les reconnaissances juridiques nécessaires. Quand son avocate lui a demandé s'il comprenait les termes, il a dit oui d'une voix qui ne portait aucune émotion. Quand Patricia m'a demandé si j'avais des questions avant de finaliser, j'ai dit non et j'ai signé le dernier document avec mon nom de jeune fille, que j'avais déjà recommencé à utiliser. Quand ce fut terminé, je me suis levé et j'ai rassemblé mes copies des documents. Patricia m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur, et pendant que nous attendions qu'il arrive, elle m'a dit qu'elle souhaitait que tous ses clients gèrent leur divorce avec la même clarté calme et stratégique que j'avais démontrée. La plupart des gens laissaient leurs émotions guider leurs décisions, d'une manière qui leur coûtait cher, a-t-elle dit. J'avais approché cela comme quelqu'un jouant aux échecs plutôt que de mener une guerre, et les résultats parlaient d'eux-mêmes. Je l'ai remercié pour son excellent travail et lui ai dit que j'espérais ne plus jamais avoir besoin de ses services professionnels. Nous avons toutes les deux ri de l'humour noir de cette déclaration. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je suis entré, me retournant pour voir Ryan toujours assis à la table de conférence, visible à travers les parois de verre de la salle de réunion. Il avait l'air perdu, d'une manière qui aurait pu me faire ressentir de la sympathie si je n'avais pas passé 3 ans à le regarder systématiquement diminuer ma valeur. Les portes se sont fermées et je suis descendu dans le hall, sortant dans la lumière du soleil de l'après-midi, qui semblait plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être pour une fin d'hiver. 6 mois après la finalisation du divorce, j'étais assise dans mon appartement un samedi matin, avec un café fait exactement comme je l'aimais, fort et noir, sans rien pour diluer la richesse amère que j'en étais venu à préférer. Mon appartement était devenu entièrement le mien, d'une manière qui allait bien au-delà de la propriété légale. La poterie faite à la main des cours de Margaret remplissait les étagères ouvertes de ma cuisine, chaque pièce représentant un mercredi soir que j'avais passé à apprendre à créer quelque chose de beau de mes propres mains. Mes livres étaient rangés dans un ordre qui n'avait de sens que pour moi, organisés par le moment où je prévoyais de les lire plutôt que par auteur ou genre. La lumière du matin passait à travers des fenêtres habillées de rideaux que j'avais choisis sans tenir compte de l'opinion de quiconque. Un bleu profond qui rendait l'espace calme et paisible. J'avais continué à enseigner dans la même école primaire où la confrontation publique avec Ryan avait eu lieu. Si quoi que ce soit, les autres enseignants me traitaient maintenant avec une chaleur et un respect supplémentaires, comme si j'avais passé une sorte de test en me défendant devant des témoins. Mes élèves de CE1 cette année-là étaient un groupe particulièrement charmant, plein de curiosité et d'énergie, et du genre de questions qui me faisaient réfléchir attentivement à la façon d'expliquer des idées complexes de manière que des enfants de 7 ans puissent comprendre. J'avais mis dans mon enseignement une énergie qui, auparavant, était détournée vers la gestion des besoins et des humeurs de Ryan. Mes plans de cours étaient plus créatifs. Ma patience avec les élèves difficiles était plus grande. Mon enthousiasme pour le travail lui-même était revenu d'une manière que je n'avais pas connue depuis mes premières années d'enseignement. Le prix de professeur de l'année qui avait tout déclenché était maintenant sur une étagère dans mon appartement, à côté de la poterie que j'avais faite. Un rappel que mon travail avait de la valeur, que quelqu'un à la maison le reconnaisse ou non. J'avais renoué avec de vieux amis et m'en étais fait de nouveau grâce à mon cours de poterie et au club de lecture que Jenna m'avait invité à rejoindre. Ma vie sociale existait entièrement selon mes propres termes maintenant, construite autour de personnes qui ajoutaient de la valeur à ma vie plutôt que d'en drainer l'énergie. Ma sœur Claire était devenue l'une de mes plus proches confidentes. Notre relation s'approfondissant maintenant que je n'avais plus à prétendre que tout allait bien dans mon mariage. Nous parlions au téléphone plusieurs fois par semaine et nous nous retrouvions pour un brunch tous les dimanches. Des conversations qui allaient de discussions sérieuses sur le vieillissement de nos parents à des débats idiots sur les émissions de télé-réalité que nous regardions toutes les deux. Andrea m'a appelé un soir au début du printemps avec des nouvelles qu'elle avait entendues par le réseau de ragots des cabinets d'avocats, qui la reliait encore à des gens qui connaissaient Ryan professionnellement. Elle a préfacé l'information en me demandant si je voulais même entendre des nouvelles de lui. Et j'ai failli dire non, mais la curiosité l'a emporté. La promotion que Ryan avait traitée comme inévitable avait été reportée d'au moins 1 an. Les associés directeurs avaient cité des préoccupations concernant son jugement et sa stabilité pendant ce qu'ils ont décrit comme une période personnellement difficile.
Le divorce et les circonstances qui l'entouraient avaient atteint la direction du cabinet par des canaux que Ryan n'avait pas contrôlés. Ils avaient décidé qu'il devait faire preuve d'une excellence professionnelle soutenue avant d'envisager de le promouvoir comme associé. Andrea a dit que sa source indiquait que Ryan avait été furieux mais n'avait d'autre recours que d'accepter la décision et d'essayer de faire ses preuves au cours de l'année à venir. La chose qu'il avait valorisée plus que notre mariage, l'accomplissement qu'il avait utilisé comme justification pour me traiter comme si j'étais inférieur à lui, avait été retardé, en partie à cause de la façon dont il avait géré notre relation. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de cette nouvelle, ce qui m'a surprise. J'avais imaginé, pendant les premières semaines après mon départ, que j'apprécierais de savoir que ses actions lui avaient coûté professionnellement. Mais assise dans mon appartement, écoutant Andrea partager cette information, je n'ai ressenti qu'un sentiment distant que justice avait été rendue d'une manière que je n'avais ni orchestrée ni contrôlée. L'univers avait apparemment sa propre façon d'équilibrer les comptes sans nécessiter mon implication continue. J'ai dit à Andrea que j'appréciais qu'elle partage l'information, mais que j'étais prête à arrêter de suivre la vie de Ryan et à me concentrer entièrement sur la construction de la mienne. Elle a immédiatement compris ce que je voulais dire sans nécessiter d'explications supplémentaires. Nous sommes passés à d'autres sujets, et j'ai réalisé que Ryan devenait ce qu'il aurait dû être depuis le début. Une personne de mon passé plutôt que quelqu'un qui occupait de l'espace dans mon présent. Assise dans mon appartement alors que le printemps arrivait, apportant un temps plus chaud et des jours plus longs, j'ai réfléchi à ce que la vengeance signifiait réellement dans le contexte de mon divorce. La vengeance n'avait pas consisté à détruire Ryan, bien que le règlement financier et l'impact sur ses aspirations de partenariat lui aient certainement causé des difficultés. La vengeance n'avait pas consisté en une humiliation publique, bien que la confrontation à mon école et les ragots qui ont suivi aient endommagé son image soigneusement cultivée. La vraie vengeance était plus simple et plus profonde. La vengeance, c'était la paix. Se réveiller chaque matin sans anxiété quant à l'humeur que je trouverais en descendant. Passer mes journées sans marcher sur des œufs, sans surveiller mon ton, ou sans me demander si un commentaire anodin déclencherait une dispute. Rentrer à la maison dans un silence qui semblait accueillant plutôt que tendu. La vengeance, c'était de me choisir, après avoir passé 3 ans à choisir quelqu'un d'autre. Récupérer l'énergie et l'attention que j'avais investie dans une personne qui considérait mon amour comme une faiblesse et mon soutien comme un dû. Comprendre que j'avais toujours été exactement de la bonne taille, exactement du bon niveau, exactement assez, et que l'incapacité de Ryan à le voir reflétait sa déficience plutôt que la mienne. J'étais une enseignante qui façonnait de jeunes esprits et faisait une différence dans la vie des enfants, qui se répercuterait à travers les générations. C'était assez. Cela avait toujours été assez. Et si jamais Ryan comprenait ce qu'il avait perdu, la femme qu'il avait aimée inconditionnellement avant qu'il ne lui apprenne que certaines personnes ne méritent pas un amour inconditionnel, il serait bien trop tard. La femme qu'il avait essayé de diminuer s'était avérée plus forte qu'il ne l'avait jamais imaginé. Elle était partie avec sa dignité intacte et son avenir brillant de possibilités. Et elle buvait son café exactement comme elle l'aimait, dans un appartement qui était entièrement le sien, un samedi matin qui n'appartenait à personne d'autre qu'à elle-même. Cette histoire de vengeance calculée et de pouvoir reconquis vous a absolument captivé. Écrasez ce bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Ila s'est tenue dans ce hall d'école et a calmement dit à Ryan qu'elle avait pris son propre appartement, regardant tout son monde s'effondrer en temps réel. Quel a été votre moment préféré de son parcours? Mettez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires puissantes de force et de justice comme celle-ci. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.